Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je tiens tout d'abord à excuser évidemment l'absence de Cécile Courrèges, la directrice générale de l'offre de soins, dont l'agenda ne permettait pas qu'elle participe ce soir à la clôture de ce colloque. Elle m'a chargé de la représenter. Et donc je tenais à l'excuser, mais également à vous manifester le plaisir que j'ai moi-même à être parmi vous ce soir. Je dois vous dire également voilà, toute mon admiration pour l'organisation de ce colloque. Je pense que c'est une vraie belle initiative et je souhaitais féliciter l'Espace éthique régional et tous les organisateurs qui ont contribué à l'organisation d'un colloque sur une question qui n'est pas si souvent traitée, en tout cas pas à ce niveau. Et puis m'excuser par avance, puisque je n'ai pas pu assister à tous vos échanges, j'étais seulement présent sur la fin, m'excuser par avance des quelques redites inévitables qu'il y aura dans mes propos, mais qui sont une remise en perspective pour ce qui est de la Direction générale de l'offre de soins et du ministère de la Santé plus généralement, des priorités du moment sur cette question essentielle de la santé des migrants. Alors, je voudrais juste rappeler en introduction ce que le Conseil consultatif national d'éthique rappelait lui opportunément le 16 octobre dernier, c'est qu'il n'existe aucune difficulté insurmontable dans une prise en charge honorable et digne des migrants. Ça signifie qu'il était question de valeur à l'instant, qu'il n'y a jamais de mal à rappeler ces valeurs et qui est évidemment pour le ministère de la Santé, pour toute personne présente sur notre territoire, elle a des droits à la santé, quel que soit son statut au regard des règles de séjour en France, que sa présence soit temporaire ou durable. S'agissant spécifiquement de la prise en charge et de la prise en compte des besoins de santé des personnes migrantes, elle répond bien évidemment à des enjeux forts de santé publique et individuelle. Et certaines spécificités doivent effectivement être prises en compte. Alors là, c'est là que je vais être un petit peu moins novateur que les discours précédents, parce que je vais rappeler des évidences, mais c'est que cette population est évidemment marquée d'un point de vue sanitaire par la fréquence plus élevée des maladies chroniques non transmissibles. Elle est marquée également de manière générale par des vulnérabilités engendrées par le parcours de migration, notamment les psychotraumatismes, les violences sexuelles et d'autres sujets. Elle est également marquée par l'existence de maladies de plus forte prévalence dans les pays d'origine, par l'exacerbation des fragilités liées à certaines situations, comme les femmes enceintes, les enfants, les mineurs isolés. Et elle est marquée, évidemment, parce qu'on parle essentiellement aujourd'hui des personnes migrantes primo-arrivantes, par la méconnaissance du système de santé de notre pays et des démarches à entreprendre, avec une maîtrise limitée, on parlait d'interprétariat à l'instant, de la langue française, qui crée une barrière, évidemment, à l'accès aux soins. Il est donc nécessaire de mieux structurer et de renforcer le parcours de santé des migrants, et c'est ce que je vais essayer de vous détailler. Alors tout d'abord, il doit être souligné, je le disais à l'instant, que l'accès aux soins de ces personnes est rendu difficile, notamment en raison des difficultés d'accès aux droits sociaux et de la fréquente barrière linguistique. Et c'est pour ça qu'il existe tout un ensemble de dispositifs de droit commun, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, sont les représentants ce soir, en particulier les permanences d'accès aux soins de santé, les équipes mobiles psychiatrie précarité, qui sont chargées particulièrement d'aller au-devant des personnes migrantes en l'espèce. Sur le volet santé mentale, on a également un travail important des centres médico-psychologiques qui prennent également couramment en charge les personnes migrantes. Alors les PASS, elles sont aujourd'hui inscrites dans le paysage sanitaire national. Elles existent depuis 1998 et elles sont un lieu reconnu, nous semble-t-il, et ça c'est votre travail qui crée cette reconnaissance, un lieu reconnu de la lutte contre les exclusions, de l'accès aux droits, qui est une dimension essentielle de la fonction des PASS, l'accès aux droits sociaux, et l'accès aux soins. Elles sont en première ligne et leur rôle est devenu évidemment tout à fait essentiel et plus que jamais essentiel avec l'accroissement des arrivées de personnes migrantes en France à partir de 2015. Et elles doivent faire face, vous en êtes les témoins, à une hausse de leur activité, à une évolution des besoins à prendre en charge, notamment en santé mentale, ainsi qu'en matière d'interprétariat et de médiation sanitaire. Des sujets évidemment importants, parce qu'effectivement, au-delà de l'interprétation, la médiation est souvent nécessaire pour créer les liaisons et les connexions qui permettent une prise en charge efficace. Alors pour répondre
à ces enjeux-là, qui ne sont pas nouveaux, mais dont, disons, l'accroissement crée un effet de nouveauté, la Direction générale de l'offre de soins donc, a mis en place un groupe de travail spécifique sur les PASS fin 2017, qui est composé des associations dont certains d'entre vous, j'imagine, sont les représentants, qui est également composé de la coordination des PASS, ainsi que de représentants d'ARS, de représentants des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et des autres administrations centrales du ministère, donc, notamment la Direction générale de la santé, bien évidemment, la Direction de la sécurité sociale, la Direction générale de la cohésion sociale, simplement pour dire que les PASS doivent être le modèle du décloisonnement qui était évoqué tout à l'heure, et qu'évidemment, le sujet n'est pas limité à l'offre de soins ou au sujet de santé, il concerne absolument l'ensemble du champ social, médico-social et sanitaire, donc tous les acteurs sont représentés dans ce groupe de travail, ainsi que l'assurance maladie. Et je crois que j'ai fait le tour à peu près des représentants à ce groupe. Alors les modalités d'organisation des PASS, pourquoi est-ce qu'on les a soumises à cette étude collective? C'est parce qu'elles doivent s'adapter donc à ce nouveau contexte. Et on a assisté au développement de PASS dites mobiles. On a parlé de PASS qui allaient au-devant des populations, qui sortaient des murs des hôpitaux tout à l'heure, de PASS qui sont spécifiques, plus spécialisés, qui sont consacrés à des prises en charge en psychiatrie, en soins bucco-dentaires, en dermatologie. Et ces évolutions, qui en fait sont des évolutions liées à des innovations de terrain, c'est évidemment pas le ministère qui invente ces nouveaux dispositifs. Par contre, on peut aider à les généraliser, et c'est ce à quoi on va s'atteler à partir de ce travail qu'a produit le groupe. On a élaboré donc une enquête qui va partir à l'attention des ARS autour du mois d'avril. Enfin, si elle n'est pas déjà partie, elle va l'être très prochainement. Et on parlait de documenter un petit peu tous ces aspects-là, d'avoir un petit peu plus d'informations sur la prise en charge sanitaire des personnes migrantes, et de pouvoir mieux étayer le besoin, et pour renforcer aussi la qualité de la prise en charge et des dispositifs. Cette enquête-là, c'est son objet, puisqu'elle a pour objet de faire le point sur l'offre existante de PASS, de connaître les orientations des ARS s'agissant de l'évolution de cette offre, et de mesurer l'impact des nouvelles prises en charge sur l'organisation, le fonctionnement et le financement de ces structures. Sur la base de cette enquête, et c'est encore une fois un vrai enjeu, ça paraît très administratif tel que je le décris, néanmoins l'idée c'est de pouvoir consolider des informations pour tirer le meilleur des bonnes pratiques qui sont développées sur le terrain et généraliser des dispositifs. Il y aura donc un rapport d'activité standardisé des PASS, donc avis à ceux qui les gèrent, avec notamment une indication concernant les files actives, parce qu'elles sont aujourd'hui mal connues, elles évoluent très vite, et il s'agit de les suivre beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Et un nouveau cahier des charges, alors ça c'est pour développer les projets ou développer de nouvelles PASS ou accroître leur étendue, sera mis en place pour l'ensemble des PASS, et une réflexion sera menée sur l'adaptation éventuelle à cette occasion des modalités d'allocation des ressources pour être plus juste dans la répartition des moyens, et pouvoir traiter en priorité évidemment les PASS qui ont une activité la plus dense et la plus dynamique. Alors, ce mouvement-là, qui est un mouvement de fond relativement ancien, évidemment doit être accompagné. Et donc des financements complémentaires chaque année sont alloués au PASS depuis 2015. Et pour 2018, je peux vous dire déjà que l'enveloppe va être accrue de 10 millions d'euros, ce qui, à l'échelle de l'enveloppe actuelle de l'ensemble des PASS, est une évolution très importante, puisqu'on va passer de 64 à 74 millions d'euros dans cette évolution-là, ce qui est quelque part la prise en compte de l'accroissement de l'activité de ces structures, mais qui montre aussi une forme d'accompagnement volontariste de cette activité. Évidemment, on évoquait, je crois, l'un des intervenants évoquait la question des prises en charge de droit commun, et notamment l'accès précoce à la santé à travers le dispositif des soins urgents. L'idée, c'est également, bien entendu, de faire accéder le plus facilement possible les personnes migrantes au plateau technique hospitalier, et donc de pouvoir les accueillir dans les services, avec néanmoins, puisqu'on est sur des sujets qui nécessitent parfois des moyens supplémentaires pour la prise en compte de problématiques qui ne sont pas seulement sanitaires, avec pour les établissements de santé la nécessité d'être soutenus. Et donc c'est l'objet de la mission d'intérêt général précarité,
qui vise à compenser financièrement les établissements de santé qui prennent en charge un nombre important de patients dits précaires. Donc cette dotation, elle est calibrée depuis sa création en 2009 sur un ensemble de paramètres, et notamment le nombre de patients qui bénéficient de l'aide médicale d'État, le nombre de patients qui bénéficient de la CMU de base et de la CMU complémentaire. Là aussi, on a repéré qu'en termes d'équité et en termes d'enveloppe, on était sans doute dans un dispositif qui était à perfectionner. Et donc, de la même manière que pour les passes, un groupe de travail a été monté, qui a déjà donné quelques résultats, puisque désormais, et ce sera le cas donc dès 2018, d'autres marqueurs sont pris en compte pour répartir cette MIG, notamment le nombre de patients pris en charge dans le cadre des soins urgents et le nombre de patients pris en charge qui bénéficient de l'aide à la complémentaire santé, puisque ça vient quelque part accompagner la protection universelle maladie qui remplace la CMU de base progressivement. Et on a pu également, dans le cadre de ce groupe, essayer de quantifier un petit peu plus l'impact sur un indicateur qui est très suivi dans les hôpitaux, qui est la durée de séjour de la prise en charge des patients qui sont enregistrés dans le cadre des soins urgents notamment, et de l'AME et de l'aide à la complémentaire santé. Pour vous donner un ordre d'idée, le supplément de durée de séjour pour les patients en moyenne, on est sur des moyennes bien entendu, pour les patients AME est de l'ordre de 6% de plus. Pour les soins urgents, c'est de l'ordre de 21% de plus, ce qui traduit aussi souvent des problématiques sociales associées qui sont beaucoup plus importantes et qui nécessitent d'être prises en compte pour que les établissements de santé puissent eux-mêmes se structurer, s'organiser et prioriser dans leur activité ces prises en charge-là de manière consensuelle et qui permettent de montrer qu'on a mis les moyens. Et donc, s'agissant des moyens, de même que pour les passes, la mission d'intérêt général consacrée à la précarité va être accrue sensiblement cette année, puisqu'elle va passer, alors je ne vais pas vous dire de combien elle passe, elle s'accroît de 31 millions d'euros, ce qui est très important, et ce qui la porte à 190 millions d'euros. Donc c'est là aussi une prise en compte de l'accroissement de l'activité, mais c'est aussi une prise en compte finalement des nouveaux critères que je vous ai décrits, notamment les soins urgents et l'aide à la complémentaire santé, et puis la création de paliers pour repérer ce que je vous disais tout à l'heure. On a des établissements qui sont plus marqués que d'autres de manière beaucoup plus importante par la prise en charge de personnes migrantes. Donc on a créé des seuils qui prennent en compte beaucoup plus qu'auparavant les situations exceptionnelles, et notamment lorsque plus de 40% des patients accueillis dans l'établissement sont en situation dite de précarité. Et ça a été donc abondé de manière assez significative. Donc évidemment, on est sur de l'amélioration continue pour les passes comme pour la précarité. Les groupes de travail n'ont pas vocation à s'arrêter, ils ont vocation à améliorer le dispositif en continu. Enfin, ce que j'aimerais souligner, c'est que les équipes mobiles psychiatrie précarité constituent également, puisque le sujet santé mentale est prépondérant lorsqu'on aborde la question de la santé des migrants, les équipes mobiles psychiatrie précarité constituent un appui important pour répondre aux premiers besoins des populations migrantes en souffrance psychique. Les acteurs soulignent régulièrement le besoin de renforcement de leur action. Et là aussi, alors c'est moins important que sur les deux, mais ce n'est pas du tout les mêmes tailles d'enveloppe à la base, ce sera renforcé en 2018 à hauteur de 2 millions d'euros pour développer les équipes mobiles psychiatrie précarité sur les territoires. En outre, il est unanimement reconnu que la prise en charge la plus précoce possible des victimes de violences par des professionnels formés à la spécificité du psychotraumatisme constitue un enjeu majeur de santé publique. Aujourd'hui, on a une offre insuffisante en la matière. Il existe peu de consultations spécialisées en psychotraumatologie, que ce soit dans le cadre hospitalier ou libéral d'ailleurs. C'est pourquoi le président de la République récemment a annoncé le déploiement à titre pilote, vous en avez entendu parler, d'une dizaine de dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme sur le territoire. Et donc la Direction générale de l'offre de soins, à cette fin, va prochainement publier un appel d'offres sur la base d'un cahier des charges qui aura été concerté avec l'ensemble des acteurs pour permettre la structuration de cette offre avant la fin de l'année. La publication du cahier des charges. La structuration de l'offre, elle prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais en tout cas, le chantier est lancé dès cette année. Cette offre concernera toutes les formes de violences subies, quelle qu'en soit l'origine, violences familiales, sexuelles, mais aussi violences dans le monde du travail, victimes de catastrophes, d'attentats, et donc pour ce qui intéresse aujourd'hui le colloque, les violences subies par les populations de migrants fragilisées par leur parcours de migration.
Enfin, il sera nécessaire de continuer à procéder au recensement des bonnes pratiques et à la recherche de mesures innovantes, puisque c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye de s'inspirer avant tout des innovations portées par le terrain, parce que c'est au plus près des besoins que les solutions sont trouvées de manière générale. Et donc, en matière d'interprétariat, dans le secteur ambulatoire en particulier, ou encore par l'élaboration d'un référentiel de prise en charge de la santé des migrants à destination des professionnels. Donc là, on aura quelques axes de réflexion qui vont aller s'intégrer dans une instruction qui sera commune avec la DGS et la DGOS sur le parcours santé des migrants, qui est en cours de préparation et qui devrait être prochainement publié. Donc, vous l'aurez compris, je ne vais pas être trop long. Le dossier de la prise en charge sanitaire et de l'accompagnement des personnes migrantes fait l'objet d'une grande attention des pouvoirs publics et du ministère de la Santé. Et au-delà de votre mobilisation à tous, bien sûr, que nous tenons à saluer, cette mobilisation est nécessaire pour faire face à ces nouveaux enjeux majeurs de santé publique et de société. Et donc, je tiens à nouveau à vous remercier à la fois de votre mobilisation, de votre invitation. Et je vous remercie de votre attention soutenue, malgré l'heure tardive et le week-end qui approche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas Laroche. Je voulais juste conclure, d'abord pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et j'ai pensé que la conclusion que je pouvais faire, c'était simplement des mots-clés qui ont été prononcés aujourd'hui, qu'on peut classer en 3 groupes: l'état des lieux, le ressenti, les réponses ou les moyens et les solutions. En termes d'état des lieux et de ressenti, on a la nécessité de sortir de l'urgence, d'une santé qui n'est pas prise en compte de façon globale. On a aussi une défiance qui est ressentie par les pouvoirs publics qui devraient en principe être bienveillants. On a une inquiétude grande des acteurs de terrain qui trouvent que l'évolution n'est pas très bonne, parce qu'il y a une instrumentalisation des soins, parce qu'il y a une intrusion importante du ministère de l'Intérieur, mais je pense que M. Régnier va veiller à ce que ça ne le soit plus le cas. Il y a ensuite le groupe des réponses ou des moyens auxquels nous avons pensé, la résistance des soignants, la bataille de l'opinion, le service public à maintenir de plus en plus fort et de plus en plus solide, l'hébergement, la question de l'hébergement, et qui permet de sortir de l'urgence, la sécurité sociale universelle et le courage politique, et arrêter de différencier autant migrants que réfugiés, autant précaires que autres. C'est-à-dire nous sommes tous pareils. Quoi qu'il arrive, nous avons tous les mêmes droits parce que nous sommes en démocratie. Et nous arrivons, et nous allons la faire vivre, cette démocratie, ce sont les solutions. Et en solution, on a... Les gens sont prêts, la mobilisation collective est inventée. Donc nous allons tous inventer ensemble et nous espérons que cette journée va vous donner envie de le faire. Merci et bon retour.